l'édition sur RTI1 dans les titres de ce point d'information. À Beijing, le vice-président de la République a participé à l'ouverture du dialogue tripartite de haut niveau Chine-Afrique-UNESCO sur l'éducation et le patrimoine. Timoko Melet-Kone a aussi rencontré plusieurs dirigeants d'entreprises chinois et les a appelés à investir dans notre pays pour une transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Le chef du gouvernement était ce samedi dans la forêt du Banco pour une opération de planting d'arbres, un acte symbolique consécutif à la 10e session extraordinaire de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement, une action pour surtout contrer l'avancée du désert et du réchauffement climatique. Et puis, c'en est fini de l'édition 2024 de l'émission Culte des vacances. La grande finale de Variétoscope a été remportée ce samedi soir par le groupe FR de Koumassi. Rivalisant d'adresse avec plusieurs autres compétiteurs, il arrache l'avis du jury et du grand public, sortis nombreux pour la circonstance, pour faire vibrer en son et en lumière le palais de la culture de Trècheville. Bonsoir à tous. Il est à Beijing depuis le début de la semaine pour le FOCAC 2023-2024. Au lendemain de la clôture des travaux du sommet, le vice-président de la République a eu une série d'échanges avec des patrons d'entreprises chinois. Timoko Melet-Kone a rencontré les dirigeants des compagnies Huawei et Genertech. On fait le point des rencontres avec Alexis Ouedraogo. L'entretien avec le patron du groupe Huawei a porté sur des perspectives d'investissement dans les domaines des infrastructures de télécommunications, de digitalisation et de l'intelligence artificielle pour accompagner l'ambitieux programme de développement de la Côte d'Ivoire. Cheng Lei s'est réjoui de la dynamique de développement de l'économie ivoirienne et a manifesté sa volonté de renforcer ce partenariat existant. À la fin de l'entretien, il a invité le vice-président de la République à effectuer une visite de l'exposition du savoir-faire de l'entreprise et des principaux projets menés en Côte d'Ivoire. La rencontre a été l'occasion de la remise solennelle au jeune Yacouba Diakité, sorti vainqueur de la compétition 2024 des génies TIC organisée par l'entreprise en Côte d'Ivoire, de recevoir le titre d'honneur d'ambassadeur de Huawei, ainsi qu'un billet d'avion en vue de sa participation à la phase finale de la compétition. Notons qu'après ces activités, le groupe a procédé avec le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger à la signature d'un accord de coopération relatif à la promotion de la formation des jeunes talents dans l'éthique et en matière de transition numérique. Le dernier entretien du vice-président de la République au cours de cette journée du 7 septembre a été accordé à une délégation du groupe chinois Genertech, conduite par son président. L'objectif principal de cette rencontre était de rassurer le vice-président des bonnes avancées des formalités préliminaires à la concrétisation du projet du port sec de Ferkessédougou. Nous avons fait une présentation générale sur les activités de notre groupe Genertech. C'est surtout le membre du groupe Complan et son activité en Côte d'Ivoire, surtout la réalisation du projet de port sec. Aussi, nous avons promis à monsieur le vice-président, nous allons faire tous nos efforts pour bien réaliser le projet de port sec, qui est très attendu par le peuple et le gouvernement ivoirien. Et deuxièmement, nous allons faire des efforts pour exploiter des activités de Genertech en Côte d'Ivoire, y compris le financement. Et avec l'audience de monsieur le vice-président, maintenant, nous avons pleine confiance sur la coopération entre Genertech et la Côte d'Ivoire. Le vice-président s'est réjoui des avancées exposées par M. Kang. Il a exhorté à la mise en œuvre rapide de ce projet qui revêt une importance capitale pour l'économie ivoirienne. Et ici, à Abidjan, la 10e session extraordinaire de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement s'est achevée ce samedi par un planting d'arbres dans la forêt du Banco. Le chef du gouvernement, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, a présidé l'opération, un acte symbolique qui vise à préserver le climat et donc à lutter fermement contre l'avancée du désert. Les précisions de Franck Quadio. Par ce geste, Robert Begré-Mambé exprime le soutien du gouvernement à la cause environnementale, car après plusieurs jours d'intenses travaux sur la réduction de la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse ouvert jeudi dernier, les ministres africains de l'environnement
au lendemain de la clôture, sont sur le terrain pour s'imprégner de la réalité. Direction cet espace justant le parc du Banco. Au bas de ces flancs de collines menacés par l'érosion, un manteau de verdure pourrait être une solution durable. Jacques Assaouré Konan, ministre de l'Environnement, soutenu par Laurent Tchagba, ministre des Eaux et Forêts, dédie donc ce parc de 1 hectare au planting. La dégradation des terres affecte tous les pays d'Afrique. Une des solutions, c'est de reboiser, c'est de planter des arbres. Nous avons voulu, au terme de cette conférence, venir ici, dans ce cadre que nous avons baptisé le jardin de l'Amsen, venir faire un planting symbolique. Et le Premier ministre a bien voulu honorer de sa présence à cette occasion. Acte symbole, le planting d'un danima par le Premier ministre Robert Begremambe, un geste répété par toute la délégation ministérielle africaine. Chacun aura planté son arbre comme pour dire non à l'avancée du désert. La Côte d'Ivoire tente d'endiguer sa dépendance en matière halieutique pour un meilleur développement et la promotion de l'aquaculture. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a eu une séance de travail avec un partenaire américain. Au ministre Sidi Touré, la coordinatrice principale du partenariat pour la coopération atlantique, a présenté les opportunités de son instance. On en parle avec Dangui Dangui. La Côte d'Ivoire consomme plus de 600 000 tonnes de poissons par an, alors que la production nationale est estimée à environ 150 000 tonnes. Autant dire que le pays est dépendant de l'extérieur en matière de ressources halieutiques. Le gouvernement multiplie les initiatives pour inverser cette tendance en jouant entre autres sur la promotion et le développement de l'aquaculture. La dynamique pourrait avoir un écho favorable auprès du partenariat pour la coopération atlantique, une nouvelle instance bilatérale. C'est pourquoi le ministère des Ressources animales et halieutiques a eu une séance de travail avec la coordonnatrice principale du partenariat pour la coopération atlantique. La Côte d'Ivoire est vraiment un leader dans le partenariat et aussi les affaires océaniques. Je suis venue pour vraiment faire les consultations pour progresser le partenariat de la coopération atlantique et aussi notre coopération bilatérale. Nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir les États-Unis d'Amérique qui marquent un intérêt spécifique à interagir dans ce secteur. Ceci à travers l'ambassadrice qui est venue nous visiter sur des projets spécifiques, sur des aspects de coopération. Et il y aura certainement la formulation de projets supportés par les États-Unis, bien sûr, formulés ensemble d'accords partis. Le gouvernement mise ainsi sur les projets et initiatives portés par ce partenariat pour la coopération atlantique, regroupant 32 pays côtiers de l'Atlantique, pour endiguer sa dépendance en ressources halieutiques. 2 jours durant, il s'est tenu à Abidjan une rencontre stratégique sur des questions de défense et de stratégie militaire entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Structurer et optimiser la coopération martiale entre les deux pays, c'était l'objectif de la rencontre. Une réunion bilatérale qui vise la montée en puissance rapide de notre armée. Le commentaire de Walter Amadou Ouattara. À cette rencontre avec l'ambassadrice Jessica Davis-Ba, représentant la partie américaine, le général de corps d'armée Lassina Doumbia a dit toutes ses attentes quant aux résultats issus de ses travaux. Il s'est réjoui de la qualité de la coopération militaire bien ancienne entre les deux pays avant de rappeler les accords bilatéraux de défense conclus entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis dans les domaines de la formation, de l'appui technique et du transfert de compétences. Cette coopération fructueuse a permis à la Côte d'Ivoire de bénéficier de nombreux matériels et de renforcer ses capacités dans des secteurs stratégiques, notamment dans la lutte contre les activités illicites en mer. Au regard de tout ce qui précède, je souhaite réitérer, au nom du ministre d'État, ministre de la Défense et de l'ensemble des forces armées de Côte d'Ivoire, notre profonde gratitude au gouvernement américain pour son soutien constant. Ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Ba, qui avait à ses côtés le général de brigade Sean Holt
du commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM, a pour sa part réitéré la bonne disposition de son gouvernement à accompagner les efforts de développement de la Côte d'Ivoire, lequel développement nécessite de disposer d'un climat de paix et de sécurité, tout le sens de l'appui de son pays à la Côte d'Ivoire. Elle a surtout salué l'initiative de cette rencontre bipartite qui permet une planification sur le long terme, offrant ainsi une possibilité d'évaluation régulière afin d'optimiser la coopération militaire. Notre but aujourd'hui est de synchroniser les efforts de coopération en matière de sécurité entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire dans l'esprit d'une collaboration mutuelle. Et je suis confiant que cette planification détaillée débouchera sur des programmes de formation et d'équipement afin de répondre aux besoins réels pour une Côte d'Ivoire plus sûre et plus sécurisée. Les domaines adressés par les travaux en commission concernent, entre autres, la lutte contre le terrorisme, la sécurité des frontières, le renseignement militaire, la reconnaissance, la surveillance électronique, la sécurité maritime et la cybersécurité. Autre chose à présent, une enquête nationale sur la satisfaction des usagers clients et la qualité du service public est en cours d'élaboration en Côte d'Ivoire. Le top départ du processus a été donné vendredi à l'auditorium de la Primature, une étude pilotée par le ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration dont les résultats sont fortement attendus selon Eugène Toubé. C'est un grand projet dont s'enorgueillit déjà le ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration. Les enquêtes nationales sur la qualité du service public et la satisfaction des usagers clients fourniront les indicateurs de mesure dans un contexte de réforme de l'administration publique ivoirienne. Cette enquête, la première du genre dans notre pays, s'inscrit comme l'expression concrète de la volonté ferme du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de soumettre notre administration publique à une évaluation rigoureuse, en accord avec la dynamique de transformation de notre nation, conformément à sa vision d'une Côte d'Ivoire solidaire. L'OCEP, Observatoire du service public sous tutelle du ministère de la Fonction publique et l'Agence nationale de la statistique ANSAT, en qualité de partenaires techniques, sont chargés de la réalisation de cette enquête. Nous, notre rôle, c'est de pouvoir mesurer d'abord la qualité de ce service-là, en interrogeant aussi bien ceux qui fournissent le service, mais aussi les usagers, clients en question, pour pouvoir répondre sur la qualité du service qui est fourni par l'État. Nous devons à cette fin prêter une oreille attentive aux voix de ceux que nous servons. Nous devons comprendre leurs préoccupations et y répondre de manière adaptée et efficace. J'invite donc l'ensemble de notre administration à contribuer avec détermination et responsabilité au succès de cette opération. Les enquêtes nationales sur la qualité du service public et la satisfaction des usagers clients procèdent d'une décision prise en Conseil des ministres le 24 juin 2024. Les résultats ne seront publiés qu'après leur adoption par le gouvernement. Dans seulement 48 heures, ce sera la rentrée des classes sur l'ensemble du territoire national. Et pour faire face à la demande des parents d'élèves, les ateliers de couture refusent du monde. Ces petits artisans s'activent et enchaînent les commandes. Entre la confection de tenues scolaires et les ajustements de dernière minute, ils s'appliquent pour donner satisfaction à toute la clientèle. Yves Niazalé, Franck Adio. À Djamé, veille de rentrée scolaire, pour ces artisans, c'est le moment de faire de bonnes affaires. Dans les ateliers de couture règne comme un air d'effervescence.
Entre les uniformes scolaires déjà prêts, les retouches de dernière minute et les créations sur mesure, les couturiers n'ont pas une minute à eux. Il y a d'autres clients qui vont attendre jusqu'à dernier moment. Bon, ça va rester au moins 2 semaines, ils vont venir passer la commande et ils devaient venir 1 mois avant ou bien 2 mois avant. Parce que le travail n'est pas facile. On travaille jour et nuit pour satisfaire les clients. Des couturiers sur les dents, tout comme les parents. Préparer les vêtements des enfants, l'exercice fait partie intégrante du rituel de rentrée. Je suis venue à Djamé pour faire les achats pour les enfants. Comme c'est la rentrée, nous nous préparons pour que la rentrée soit belle pour nos enfants. L'année académique 2024-2025. La course contre la montre continue pour que tout soit prêt à temps. La rentrée scolaire est fixée au 9 septembre et chaque détail compte au niveau des uniformes kaki pour les garçons et robe à carreaux pour les filles. On se rend maintenant dans la région de Lifou avec la population de Wele-Bono dans le département de Mbayakro. Des populations qui accueillent avec joie le train de développement qui traverse leur localité. En l'espace de quelques années, elles ont bénéficié de l'électrification, du désenclavement, de la construction de centres de santé. Des populations qui ont donc décidé de rendre un hommage au chef de l'État pour ses grandes actions de développement. C'était en présence du président de l'association des cadres du Centre pour le développement. Le compte-rendu de Léon Brou. À Koueboué, village centre de la tribu Wele-Bono dans le département de Mbayakro, région de Lifou. Cette mobilisation pour rendre hommage au président Alassane Ouattara. À l'origine, le développement impulsé à la tribu par le chef de l'État. Routes, électricité, centre de santé, bref, Wele-Bono doit son essor au président de la République et pour le dire, l'ONG Alagué, observateur du développement, a le soutien des jeunes, femmes, cadres et chefs traditionnels. Ici, nous sommes dans le noir. Aujourd'hui, nous avons l'électricité, nous avons le centre de santé. Au-delà donc de ces réalisations, Monsieur le Président a fait la promotion d'un de nos fils. Aujourd'hui, nous sommes en train de rendre hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République. Il faut que demain, on puisse encore lui rendre le plus grand hommage. C'est-à-dire, lorsqu'il aura besoin qu'on le soutienne pour qu'il continue les œuvres, les actions qu'il est en train de mener, il faut qu'on réponde présent. Parrain de cette journée d'hommage, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ténébiraïma Ouattara, ici représenté par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi-Kwaku. Le président de l'Association des cadres du Centre pour le développement révèle que le meilleur avec le chef de l'État reste à venir et exhorte les populations au renforcement de la cohésion et de la paix, conditions du développement. Nous avons vu qu'ici, à Wele-Bono, il y a l'entente, il y a la cohésion entre les femmes, les jeunes, les chefs et toutes les populations. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que notre pays a besoin. Vous devez continuer à faire confiance au président Alassane Ouattara. Parce que s'il a commencé, il va continuer. Et la seule façon de lui dire merci, c'est d'être reconnaissant envers tous ces cadres qui sont ici, qui sont de son parti, qui sont du RHDP. Pour le ministre Amédée Kofi-Kwaku, le président Alassane Ouattara demeure l'héritier de feu le président Félix Houphouët-Boigny, donc l'unique leader capable de conduire les populations vers l'épanouissement. Du sport, du football avec le Sporting Club de Gagnoa qui évoluera cette saison en Ligue 2. Le club phare de la cité du Fromager, qui a été relégué lors de la saison écoulée, veut immédiatement retrouver l'élite du football ivoirien. Et pour atteindre son objectif, il a décidé de porter à la tête de ce conseil d'administration un visage connu du milieu des affaires. De passage à Abidjan, Tommy Tayoro Nikos a été aperçu par notre reporter Arsène Kouassi. Son reportage. Voici le nouveau président du conseil d'administration du Sporting Club de Gagnoa. Tommy Tayoro Nikos, arrivé à Abidjan, le riche homme d'affaires franco-ivoirien et fils de la région du Gor, ne cache pas ses ambitions pour le club du Fromager. J'évolue déjà dans le football en ayant un club de football en Afrique de l'Est. Ça s'appelle l'Arta Solar 7. Je pense que nous avons fait venir des joueurs de renom comme Alain Traoré, Salomon Kalou, Alexandre Song et bien d'autres. Nous avons fait un bon travail là-bas. Et si vous cherchez à connaître mes ambitions, il n'y a qu'à regarder ce que j'ai fait là-bas à Djibouti et vous comprendrez que nous ne sommes pas là pour rigoler. Nous sommes là déjà pour remonter en
en première division, d'accord, et puis faire du bon travail avec le Sporting. À l'image des grands dirigeants européens, le nouveau boss du Sporting Club des Gagnois a déjà réussi à s'attacher les services de certains joueurs de renom, à l'image de l'ex-international burkinabé Alain Traoré. Et l'équipe de Gagnois sera entraînée par l'ancien milieu de l'Olympique de Marseille, Bernard Casoni, vainqueur de la Ligue des Champions 93. C'est une belle aventure qui s'annonce avec des objectifs très précis aussi. Donc ça me fait plaisir de venir ici en Côte d'Ivoire. C'est nouveau pour moi, mais c'est un beau challenge à relever. Conformément à la loi de 2014 où il est recommandé au club d'évoluer en société de gestion, calqué sur le modèle de la SEC Mimosa, le Sporting Club des Gagnois s'inscrit dans cette donne et vise la montée, rien que la montée dans l'élite. Mais en attendant, les adversaires des Gagnolais en Ligue 2 sont prévenus. Et qui parle de sport, parle aussi de culture et c'en est terminé pour l'édition 2024 de Varetoscope. La grande finale a été remportée ce samedi soir par le groupe FR de Koumassi, rivalisant d'adresse avec le Cambonou Star de Didier Vie, la Nouvelle Vision AKK de Logibois, les Panthères de Zébizekou et l'Amamoué Bia d'Aboisseau. La génération FR de Koumassi est l'heureuse gagnante de cette édition. Une grande finale qui a tenu toutes ses promesses au Palais de la Culture de Trècheville ce samedi soir. Culture toujours chez les Nzima Kotoko. Cette fois-ci, l'Abissa prend une nouvelle dimension. Cette fête du Nouvel An sera bientôt inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. La nouvelle a été annoncée par le ministère de la Culture et de la Francophonie. On retrouve l'éclairage de Davy Soyo. Tam-tam parleur. Adoua, Kété et Fontonfron, danse des nobles exécutés par les filles de la cour royale. Autant de rythmes traditionnels qui donnent le temps de la rencontre d'informations et de recueil de consentement des communautés Nzima dans le cadre du processus d'inscription de l'Abissa au patrimoine immatériel de l'UNESCO. La démarche initiée par le ministère de la Culture et de la Francophonie, représentée par l'Office ivoirien du patrimoine culturel, OIPC, rencontre l'adhésion du peuple Nzima et de son roi, Aoulaye à Montanoï. C'est tout le peuple Nzima qui, d'une seule voix, donne son accord pour l'inscription de notre Abissa au patrimoine immatériel de l'UNESCO. La famille dépositaire de l'Abissa, les Onvavili, donne également leur accord à travers la libation. Le consentement, un critère important dans le processus d'inscription de l'Abissa au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est un processus qui est long. Il est long. Cette année, nous commençons le travail. L'année prochaine, nous allons continuer et certainement que nous allons le soumettre en 2026. L'une des portes ouvertes à l'OIPC pour atteindre l'objectif est celle de l'association Abissa. Elle a en charge l'organisation de l'Abissa depuis des décennies. Pour nous, l'association, c'est apporter le support intellectuel, la documentation et apporter notre savoir aussi et notre expérience pour que l'UNESCO puisse avoir toute la documentation, toutes les informations et être aussi les ambassadeurs de la communauté auprès de l'UNESCO. Démonstration de la danse Abissa pour donner un avant-goût de la fête de fin d'année et le début du nouvel chez les Nzima Kotoko du Côte d'Ivoire. Grand coup, grand destin, c'est le titre de l'œuvre d'un grand champion, une autobiographie qui retrace le parcours inspirant de Cheikh Salah Cissé. Le champion du monde de taekwondo et récent médaillé de bronze au JO de Paris a présenté ce samedi 7 septembre son ouvrage au public, le témoignage de Serge Pakom Didi et Walter Amadou Ouattara. Le taekwondoïste ivoirien Cheikh Cissé Salah présente Grand coup, grand destin, sa toute première œuvre littéraire retraçant des pans de sa vie. Grand coup, grand destin est une immersion dans l'intimité, le parcours, la vie de famille,
l'enfance à Boaké du récent médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Paris 2024. Toutes mes victoires, les Jeux olympiques de Rio 2016, la défaite aux Jeux olympiques de Tokyo, comment je suis revenu pour être champion du monde et aujourd'hui avoir une médaille aux Jeux olympiques de Paris. Ça n'a pas été facile, c'est quelque chose à raconter. C'est un combattant. Si c'est une personne déterminante, il sait où il va et comment il va. Cette production littéraire autobiographique est le fruit de nombreuses réflexions destinées à inspirer la jeunesse à poursuivre ses rêves avec courage et détermination. Écrire sa biographie ou son récit de vie est extrêmement important, surtout quand on est un modèle. Échec est un modèle pour les jeunes. Nous souhaitons qu'il puisse donner cet exemple de courage, d'abnégation à tous les Africains. Ce qu'il fait doit servir d'exemple et chaque fait va faire l'école. Va faire des traces et les jeunes pourront regarder, lire et lire. Médaillé d'or olympique à Rio 2016, champion du monde 2023 et 3 fois médaillé d'or 2014, 2016 et 2021 au championnat d'Afrique. Cissé Cheikh, c'est un parcours de vie attaché à des valeurs, l'amour pour la patrie, la discipline et le travail. On parle maintenant de gastronomie avec la commune de Cocody qui a abrité récemment la 7e édition de l'Attiéké Tour. L'événement vise à célébrer la gastronomie ivoirienne autour de divers mets qui accompagnent la semoule de manioc. Les participants ont planché sur la labellisation de ce mets et de son importance au niveau économique. Un reportage de Serge Pacom Didi dans un commentaire de Godefroy Okambawa. 7e édition de l'Attiéké Tour. Une rencontre autour de cette semoule de manioc fermenté, denrée spécifique au peuple lagunais mais très prisée en Côte d'Ivoire. Pour l'occasion, ces experts et acteurs de la filière mènent des réflexions sur la labellisation de l'Attiéké et ses perspectives de développement. Il était important que les différents peuples lagunaires, même en dehors du cadre des lagunes, parce que nous savons que l'Attiéké a été labellisé sous la dénomination Attiéké des lagunes, mais l'Attiéké est protégé pour toutes les régions de Côte d'Ivoire. Donc que ces chefs, même certaines coopératives, viennent pour comprendre. Attiéké Tour, pour mettre en lumière l'importance économique de l'Attiéké. Avec une production annuelle de plus d'1 million de tonnes, le secteur contribue à l'autonomisation des femmes et des jeunes dans les communautés rurales. Aujourd'hui, il y a la labellisation. Et pour exporter et être dans le contexte de la labellisation, il faut mettre un accent sur l'hygiène, sur la propreté du matériel, de l'entourage et de tout ce qu'on fait. Compte tenu de l'utilisation non appropriée du terme Attiéké dans le monde entier et qui font perdre des parts de marché à la Côte d'Ivoire, aux produits de la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a instruit que donc, le terme Attiéké soit également protégé et réservé à la Côte d'Ivoire. L'OIPI et ses partenaires s'y sont engagés. Les initiateurs entendent préserver et partager l'histoire riche et variée de l'Attiéké depuis sa fabrication jusqu'à nos assiettes autour de la thématique « Tous ambassadeurs de l'Attiéké ». Et ce drame qui alimente les conversations depuis hier vendredi dans la nuit, un terrible accident a fait de nombreuses victimes sur l'autoroute A3. Une nuit paisible qui a viré au cauchemar sur le tronçon des villages d'Oundanak-Diekara et d'Oureguekara. Un violent accident impliquant un car de transport de voyageurs, un camion-citerne chargé de carburant et un camion de marchandises en stationnement. Le bilan humain encore provisoire est lourd. 13 corps calcinés ont été découverts et parmi les survivants, on compte 45 blessés. Tous ont été évacués d'urgence vers le CHR de Katiola et l'hôpital général de Niakaramadougou. Et puis on referme ce journal avec le Kenya où un incendie dans un dortoir d'une école a fait 21 morts selon un nouveau bilan du gouvernement publié ce samedi. Des dizaines d'élèves manquent toujours à l'appel plongeant les familles dans l'angoisse. L'incendie à l'académie Hillside Ndashara du comité de Nieri s'est déclaré jeudi vers minuit dans un dortoir où plus de 150 garçons dormaient. L'école qui accueille quelques 800 élèves âgés de 9 à 12 ou 13 ans se trouve dans une zone semi-rurale à environ 170 km au nord de la capitale, Nairobi.
On s'arrête ici ce soir. À demain, 21h.